Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Alors, avant de démarrer cet épisode, je souhaite vous parler de koreaprofessional.com. koreaprofessional.com est un site qui vous aide à trouver un emploi en Corée. Vous pouvez consulter le site en anglais et rechercher les entreprises qui recrutent sur koreaprofessional.com. Bonjour Thomas. Bonjour Bart. Merci de te rendre disponible pour l'enregistrement de cet épisode. Ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter en quelques phrases. D'accord. Alors, voilà, je m'appelle Thomas Sommer, je suis le CFO et le cofondateur de SG Entertainment, basé à Séoul. Et je suis français, de Strasbourg, précisément, je suis alsacien. D'ailleurs, les deux cofondateurs, Jun et moi, sommes tous les deux de Strasbourg. Et je suis arrivé en Corée en novembre 2018, donc ça fait maintenant à peu près 2 ans et demi. Et avec le but de fonder cette entreprise, donc je suis venu pour ce projet-là spécifiquement. Et voilà que 2 ans et demi que je suis en Corée et tout se passe très bien. Alors, SG Entertainment, comme le nom l'indique, c'est une entreprise qui est focalisée sur le divertissement. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous sommes comme une autre entreprise de entertainment coréenne que nous avons fondée, c'est-à-dire que nous avons dans le but d'incuber et d'entraîner ce qu'on appelle des trainees, c'est-à-dire des stagiaires, dans le but de former des groupes qui vont ensuite être produits et marketés et distribués à l'international. Alors nous, on se différencie surtout par le fait qu'on apporte une approche occidentale, française plus précisément, dans le fait que au lieu de créer des groupes qui sont complètement façonnés par l'entreprise, nous enseignons à nos stagiaires comment développer leur propre créativité personnelle, comment développer leur individualité à partir de leurs propres expériences, de leur propre personnalité et émotions, afin de créer des artistes qui soient plus à même de communiquer avec leur public et d'évoluer avec leur public sur le long terme. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'on fait un peu une jonction entre l'Est et l'Ouest dans le domaine de l'entertainment. D'accord. Donc, pour toi, ça doit être une industrie que tu connais beaucoup, mais pour des gens comme moi, par exemple, qui sont assez novices sur cette industrie, donc il y a déjà un business des trainees, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y a un business de gens qui forment des futurs talents, si je puis dire. C'est ça? Voilà, c'est le modèle coréen c'est le modèle de la K-pop. C'est un peu le modèle des boys bands, c'est ça? Des boys bands c'est le modèle des européens? boys bands qu'on appelle plus généralement des boy groups plutôt que des boys bands. C'est juste une terminologie, mais bon, c'est la même chose. Alors, pour comparer par rapport à l'Occident, en Occident, les artistes, ils se créent de manière plus spontanée, plus organique, c'est-à-dire qu'on a des groupes dans des garages qui se forment avec des jeunes qui vont jouer ensuite dans des bars, etc., et qui, au bout d'un moment, commencent à avoir une certaine popularité, et se font intégrer dans un label qui vont ensuite, avec un label qui va ensuite graviter autour d'eux. Oui. Mais ça reste l'artiste qui reste propriétaire qui fait sa propre carrière, etc. En Corée, c'est complètement différent. Ce sont les entreprises qui, à la base, vont développer les groupes à l'intérieur de l'entreprise afin de les produire et de les distribuer à la suite. Donc, en fait, la grosse différence, c'est que les artistes sont complètement créés et façonnés à l'intérieur des entreprises et ne peuvent pas et n'existent pas en dehors de leurs entertainments. C'est pour ça qu'en Corée, l'entertainment souvent, par exemple, pour l'Occident, on cite des artistes, par exemple Ed Sheeran. Je ne pense pas que la majorité des gens qui connaissent Ed Sheeran savent avec quel label il est. Je ne sais pas si la plupart des gens connaissent Atlantic Records, par exemple. Où on connaît Universal, on connaît Warner, etc. Non, mais on ne sait pas quel artiste appartient à qui. Et la plupart des gens, ça ne les intéresse pas, ça. Mais en Corée, l'entertainment, c'est aussi important que les artistes parce que la relation que les gens ont avec les artistes passe par
l'entertainment qui a main prise sur toute la communication des artistes également et la façon dont ils traitent les artistes. Donc, la plupart des temps, les fans vont communiquer aussi avec les entertainments autant qu'avec les artistes afin de leur communiquer quels sont leurs désirs pour le groupe. D'accord. Donc, on a vraiment deux systèmes qui sont complètement opposés. Oui, oui, oui. Avec simplement, c'est pour ça que je prenais l'exemple des boys bands ou des boy groups. Ça me paraissait être le truc qui se rapproche un petit peu de ce modèle-là en Europe, puisque là, on a eu des groupes fabriqués, mais effectivement, où la maison de disques n'était pas si importante que ça. Mais justement, quand tu parles de entertainment, c'est ça, c'est une maison de disques, ou est-ce que ça va plus loin que simplement une Non, maison ça va beaucoup plus loin. On ne peut pas vraiment le comparer parce qu'en Europe, la façon, en Occident, la façon dont l'industrie fonctionne est beaucoup plus fragmentée. On a des labels, ensuite on a la distribution qui se fait par quelqu'un d'autre, etc. Donc on a tout un tas d'acteurs qui gravitent, mais qui sont indépendants, mais qui gravitent autour de l'artiste et qui changent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus malléable, c'est beaucoup plus flexible. En Corée, c'est des structures qui sont extrêmement rigides. Et lorsqu'on est avec un entertainment, on ne va pas ailleurs et c'est l'entertainment qui s'occupe de tout, vraiment de la production, de la vie de tous les jours, de l'entraînement, de la distribution, du marketing, de la monétisation, du merchandising, du licensing, etc. C'est vraiment au sein de l'entertainment que tout est verrouillé. Donc, c'est pour ça que même les artistes en eux-mêmes ont une couleur qui reflète leur maison de production. C'est pas la maison de production qui est façonnée en fonction des artistes, c'est vraiment les artistes qui sont façonnés en fonction de la maison de production, enfin de l'entertainment. Oui, c'est plus une logique marque tout à et fait, c'est produit. une logique de produit, tout à fait, à la base. C'est presque flippant quand on l'entend. Parce que Alors oui, effectivement, de notre point de vue, ça peut paraître un petit peu, un peu bizarre. Je peux tout à fait comprendre ça. Mais effectivement, j'avais lu sur le fameux groupe BTS que c'était un groupe qui avait été créé comme ça et que cette maison de disques qui avait essayé plusieurs fois, c'était un petit peu différencié des autres, enfin, cet entertainment, c'était différencié des autres entertainment pour je ne sais plus quelle raison. Donc, c'était un peu la même logique. Est-ce que ça veut dire donc, que les membres de BTS ne pourraient pas exercer en dehors de leur producteur? Ils pourraient pas. Déjà, d'une part, c'est que leur contrat ne leur permet pas. Il y a des Oui. contrats qui sont généralement d'une durée de 7 ans, qui sont très, très stricts par rapport à ça. Ce sont des contrats qui, comme tu as dit, par exemple en Occident, paraîtraient vraiment très, très, très contraignants et voire à la limite de la maltraitance, mais c'est une autre culture, c'est une autre mentalité, donc on ne peut pas vraiment le comparer. Et par ailleurs, ils ont l'habitude d'avoir leur maison de disques qui s'occupe de tout pour eux. Donc, ensuite, exister en dehors de Big Hit Entertainment dans leur cas, ce serait très, très compliqué pour eux parce que tout le système est déjà en place. C'est comme aller complètement dans la nature sans aucune aide, sans aucun support, sans aucune structure. Ce serait vraiment très, très compliqué pour eux. D'accord, ok. Donc, vous lancez un petit peu sur les traces, j'ai envie de dire, de Big Hit. Ouais, on peut dire ça, avec Enfin, quelques différences, entre bien sûr. autres, parce qu'ils n'ont pas, Oui, ils ont bien pas sûr. inventé le modèle non plus, mais disons qu'ils ont, et c'est un peu devenu la référence, j'imagine, dans le milieu coréen de la K-pop. SG, pourquoi SG, les initiales? Ah, c'est une bonne question. On avait à la base pensé au nom Sparkgate. Donc Spark, déjà ça ressemble un peu à Stargate, donc c'était un petit peu une référence science-fiction. Spark pour l'étincelle de la création, l'étincelle de la créativité, donc de la créativité personnelle. Et Gate comme une porte, parce que nous avons comme ambition de vraiment joindre l'Est et l'Ouest, donc de créer des portes pour que les gens puissent communiquer d'un continent à l'autre et d'une culture et d'une philosophie à l'autre. Donc voilà pourquoi Sparkgate et SG. Donc, vous êtes la seule, comment vous appelez, agence, société ou On entertainment appelle tout ça court? en anglais entertainment company. Ou entertainment. Entertainment, ok. Vous êtes la seule Ouais. entertainment avec des étrangers? Enfin, j'ai créé et managé Non, par il des me semble étrangers. qu'il y en a peut-être eu quelques autres, mais je ne peux pas dire pour sûr. Mais disons qu'on n'est pas légion, c'est sûr. Que les grosses entreprises sont coréano-coréennes, tout à fait. D'accord. Et vous aviez de l'expérience dans ce business avant, ailleurs ou pas du tout? Alors, mon cofondateur, June Spielman, lui, a pratiquement 20 ans d'expérience dans le milieu de l'industrie de l'entertainment, du divertissement, du tourisme, etc., dans tout ce qui tourne autour du divertissement, etc. Il est lui-même producteur, compositeur, artiste.
D'accord. Donc lui, il a également créé des labels en Europe avant de venir en Corée. Donc il avait toute cette expérience. En ce qui me concerne, moi, je suis pas du tout j'étais pas du tout du milieu de l'entertainment avant d'entrer dans cette aventure. D'accord. Pardon. Moi, j'ai fait Sciences Po et les SEC, donc j'étais vraiment plus dans le milieu du business. Ensuite, j'ai travaillé un peu en finance. J'ai travaillé après dans le milieu des startups de la tech, dans le mobile, dans la publicité. Donc moi, je viens plus d'une formation, enfin d'une carrière dans la communication, le marketing, ce genre de choses. Alors je peux peut-être parler un petit peu plus de l'histoire du projet, parce que ça Oui, peut intéresser. oui, bien Alors, sûr. donc à la base, donc Junei, lui est né en Corée, donc mon cofondateur, il a été adopté. Donc il est français, il vient de Strasbourg, on se connaît de Strasbourg depuis un certain temps. Et lui ayant travaillé dans l'industrie de l'entertainment, il s'est intéressé, et de par ses origines, il s'est intéressé, il y a de ça maintenant 10 ans, au phénomène de la K-pop qui était naissant en France, Oui. en Europe. C'était vraiment à ses tout débuts, il y avait quelques de fans vraiment hardcore, mais c'était pas encore BTS comme on le connaît aujourd'hui, ou avec des stades de France remplis, c'était vraiment le tout le début. Et il s'est intéressé à savoir pourquoi est-ce que il y a des gens qui s'intéressent en France qui étaient intéressés par lui, étant coréen, pourquoi des jeunes s'intéressaient à la Corée, s'intéressaient à la culture coréenne, s'intéressaient à la musique coréenne. Il devait y avoir une raison plus profonde derrière. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il y avait certains groupes qui ont mieux marché que d'autres, par exemple BTS, Blackpink en Occident, que des groupes comme par exemple Twice, qui marchent mieux en Asie, au Japon par exemple. Et lui-même, à la base, c'est vraiment intégré et a vraiment beaucoup participé dans les premières euh, communautés de fandom de K-pop qui ont aidé à faire connaître la K-pop de manière plus générale, plus répandue. Et, euh, et il a vu que c'était vraiment de par les communautés de fans très fortes, avec des noyaux très durs, très on va dire, activistes, militants, que la K-pop a réussi à se développer et à s'étendre et à devenir, à avoir le succès qu'elle a eu en Occident et en Europe en particulier. Et donc, il a de là eu l'idée et a commencé à m'en parler de venir en Corée pour créer une entreprise afin de tirer avantage de ces leçons, de comprendre pourquoi est-ce que la K-pop a marché en Europe, qu'est-ce qui a marché, et de créer cette entreprise en Corée pour reprendre le succès, c'est-à-dire continuer sur le succès existant, mais en changeant quelque chose, quelques aspects, afin de rendre la K-pop, le phénomène, et ce que le contenu et la musique que l'on va créer, plus soutenable, plus pérenne dans le temps, afin de créer du contenu, des produits, de la musique, etc., et surtout des artistes qui puissent se maintenir des années, comme un Bob Dylan, d'autres, comme un Madonna, etc., comme Lady Gaga, et non pas juste être un phénomène de quelques années et ensuite disparaître. Donc vraiment, notre but, c'est de créer des artistes qui puissent se maintenir dans le temps, euh, en entretenant une vraie relation symbiotique et évolutive surtout avec leurs fans, avec leur public, et qui permettent de comprendre leur public afin de mieux répondre à leurs attentes sur le temps. D'accord. Mais vous considérez que ce n'est pas ce que font des sociétés comme Big Hits ou d'autres, Big Hit, oui. qu'il y a des choses à améliorer, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, Big Hit, alors BTS, c'est peut-être c'est le groupe qui a le mieux marché en Occident, en Europe en particulier, parce que ils ont compris qu'il fallait qu'ils parlent de leurs valeurs, de leurs propres valeurs aux Européens, aux fans, Oui. enfin aux fans en général, pas qu'aux Européens, mais ça a particulièrement bien marché avec les Européens. Donc, ce qui a vraiment bien marché, c'est le fait ils ont réussi à parler d'eux-mêmes et d'obtenir de créer cette relation. Et d'autre part, ils ont parlé de valeurs morales, de valeurs profondes. euh, C'est-à-dire en particulier de tout ce qui tourne autour de l'identité, de la personne, de tous ces concepts un peu psychologiques qui sont très très importants en Occident, en Europe, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'individu, qu'est-ce qui fait l'âme, etc. Et ça a vraiment beaucoup résonné avec le public européen. Mais ça, ils l'ont pas fait de manière consciente, ils l'ont fait de manière, on va dire, un peu intuitive, sans vraie D'accord. stratégie, D'accord. sans plan. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est amener cet élément de créativité pour que les artistes puissent parler de leurs propres valeurs et des valeurs profondes, mais de manière beaucoup plus systématique et utilisent leur propre créativité pour amener des thèmes qui entrent en résonance avec les vrais problèmes
contemporain et également évolutif des populations actuelles. D'accord. Parce que si on veut devenir une star de la K-pop, on est coréen, ou pas forcément, mais on est en Corée et on veut devenir une star de la K-pop, quels sont les marchés prioritaires pour ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on va viser d'abord la Corée, l'Asie, les États-Unis, l'Europe? Dans l'histoire de la K-pop, en fait, à la base, c'était surtout la Corée, et ensuite, par extension, l'Asie du Sud-Est beaucoup, le Ouais. Japon, la Chine, même si la Chine est un peu problématique, mais et le succès en Occident est relativement récent. Et il a fallu des groupes en fait qui ont apporté des éléments de culture occidentale pour que ces groupes-là commencent à percer en Occident. Donc, je pense beaucoup à Big Bang au début des années 2010. Ensuite, ensuite, il y a eu BTS et Blackpink. Mais Big Bang était les premiers à apporter ces éléments de référence culturelle occidentale dans le style, dans les références, dans le visuel, etc., qui ont permis à la K-pop de prendre une assise plus importante en Occident. Et c'est dû au fait que leur entertainment, YG, est une entertainment qui est composée beaucoup de Coréens américains. Donc, c'est avec cette alliance de culture qu'ils ont réussi à amener ces éléments qui ont permis de percer en Occident et aux États-Unis en particulier. D'accord. Mais est-ce que c'est important de percer en Occident? C'était ça ma question. Est-ce que finalement l'Asie pourrait suffire ou est-ce qu'ils ont besoin pour vraiment exploser de vendre aussi en Europe et aux États-Unis? Disons que si ils ont vraiment, alors que la K-pop à la base c'était plutôt un phénomène asiatique, mais que maintenant ils ont commencé à goûter au succès international et Ouais. que pour pouvoir entrer en compétition, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une grosse compétition à l'heure actuelle entre les grands groupes, Ouais. entre Universal, Warner, etc. Et que pour pouvoir percer à l'international, eh bien, il faut avoir la possibilité d'avoir du succès à la fois en Asie et en Occident. Donc, il faut pouvoir D'accord. comprendre quels sont les codes, quels sont les ressorts du succès à la fois en Asie et à la fois en Occident, parce que ce ne sont pas les mêmes. Donc, si les entreprises comme Big Hit veulent vraiment entrer en compétition ou sur le même pied que un Universal ou un Warner, il faut qu'ils arrivent à se maintenir en Occident. Il faut chanter en anglais ou on chante quand même en coréen ou les deux? Alors, typiquement dans la K-pop, il y a toujours eu un tout petit peu d'anglais, mais la majorité en coréen. Notre avis, mon avis là-dessus, c'est que la K-pop reste coréenne, c'est-à-dire que si elle a succès en Occident, c'est aussi avec cet aspect d'être un petit peu différent. Je pense que si la K-pop commence à complètement changer et à commencer à changer en anglais, à chanter en anglais, ça va Ouais. se dissoudre un petit peu, l'identité va se diluer et on risque en fait de perdre l'identité, donc de perdre la puissance qu'elle avait, la force qu'elle avait auparavant. Donc je sais que BTS avait une chanson en anglais entièrement, qui n'a pas trop mal marché, mais je pense que dans le long terme, il faut pas complètement diluer l'identité de la K-pop, sinon ça peut pas se maintenir. D'accord. L'audience, on imagine évidemment des jeunes filles de 13 à 18 ans. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que ça reste l'audience principale de ce genre de... C'est pas un cliché, mais c'est en fait, ça dépend beaucoup des groupes. Par exemple, en Corée, les groupes, les fans de K-pop sont vraiment très, très divers. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui écoutent des groupes, notamment les groupes féminins, évidemment. Mhm. En Occident, c'est vrai que ça reste beaucoup majoritairement féminin, mais pas uniquement. Il y a de plus en plus d'hommes. Et surtout, en fait, dans la démographie, ça s'est vraiment beaucoup diversifié. On n'est pas que sur des adolescents. On a aussi des jeunes professionnels de 20 ans, de 30 ans qui sont fans. Il y a il y a aussi beaucoup de personnes un peu plus âgées, de 40, 50 ans, notamment des femmes euh, euh, très, très, qui sont à fond sur les BTS et d'autres groupes de K-pop. Ça a aussi permis beaucoup de parents, notamment de cette génération de millénials qui ont des enfants, de se connecter avec eux. Donc, il y a aussi des parents qui sont intéressés à la K-pop juste par envie de comprendre quelles étaient la mentalité de leurs enfants. D'accord. Donc, c'est un phénomène qui, bien sûr, ça reste une base de très jeunes, hein, mais ça s'est quand même bien diversifié ces dernières années en termes de démographie. D'accord. Donc, si je reviens à vous, donc ton cofondateur Jun-Hae, il est d'origine coréenne, hein, comme son prénom l'indique d'ailleurs. Il a la nationalité coréenne? Non, il n'a pas la nationalité coréenne, il est français, Non, pas comme nous. je veux dire, il aurait pu avoir les deux nationalités, oui, d'accord. Non, parce qu'il a été adopté, donc il est français. Et maintenant, D'accord, il est en Corée en tant que ce qui s'appelle Overseas Korean, c'est-à-dire coréen d'origine.
qui sont… c'est-à-dire qu'en Corée, c'est tous les Coréens, enfin, toutes les personnes qui ont des origines coréennes, qui ont été adoptées ou que leurs parents ou grands-parents sont coréens, ont le droit d'être résidents en Corée de fait, mais n'ont pas automatiquement la nationalité pour autant. Ok, oui, parce qu'on pourrait penser que comme ils sont nés ici, ils ont la nationalité de fait. Donc, ils n'ont pas la nationalité. Je pose la question, c'est évidemment pour la création d'entreprise, notamment, parce que ça Oui, reste tout à fait. plus intéressant d'avoir la nationalité. Ce statut de Coréen overseas, c'est aussi un statut simplifié, ça permet d'avoir un visa particulier. Alors, c'est le visa F4. C'est un visa de résident Oui. qui permet de vivre en Corée de manière illimitée et d'avoir pratiquement les mêmes, enfin beaucoup des mêmes droits que les Coréens. Voilà, oui, c'est Ça reste pas. un peu comme le F6, oui, toute la catégorie F, donc qui simplifie à la C'est fois ça. l'immigration Tout à fait. Il y a et quelques différences F4, F5, F6, mais ça reste un visa résident, oui, tout à fait. d'accord. Et il parle le coréen couramment, bien, moyen. Alors, non, pas spécifiquement. C'est-à-dire que, comme moi, on a appris un petit peu pour pouvoir se débrouiller dans tous les jours, mais on reste français. Le coréen, c'était pas la, enfin, disons que c'était, on a eu des équipes qui peuvent traduire, qui peuvent faire interpréter, etc. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, le coréen, ça reste quelque chose de très, pour l'instant, de très, comment dire, de très superficiel, qui me permet de me débrouiller un petit peu dans la vie de tous les jours, mais je ne peux pas faire de business directement avec des partenaires coréens. Je peux D'accord. passer par des interprètes, Oui, mais c'est oui. absolument pas un problème. Oui, oui, oui. Enfin, je sais pas, tu es là depuis plus longtemps que moi, mais je me rends compte que même si on veut lancer une start-up ici, une start-up qui n'est pas forcément basée sur la Corée, on peut venir ici pour lancer une start-up à échelle globale. Les programmes de soutien semblent demander qu'on parle le coréen. Donc, je suis assez surpris moi-même de l'importance de la langue au niveau du business, même sur des marchés qui ne sont pas forcément centrés sur la Corée. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Et surtout dans cette industrie, comment dire, j'avais peut-être l'impression à tort que lui, c'était un peu le coréen de l'équipe, dans la mesure où même s'il est français, bah, il a des origines coréennes et que donc il parlait la langue. Parce que est-ce que c'est facile de convaincre des futurs artistes, des partenaires ou des prestataires quand on est étranger sur un marché qui est quand même très, très dominé par les locaux, par les Coréens? Alors, c'est sûr que ça présente certains comment dire, challenges parce que non pas forcément d'un point de vue de l'acceptation directement, parce que ça, je veux dire, on peut très bien comprendre le marché, comprendre les intérêts les uns et des autres, mais c'est plus pour comprendre les différences culturelles, je dirais. Ça prend un peu de temps pour arriver ici et comprendre quelles sont les perceptions en termes d'attente des partenaires, que ce soit des employés, que ce soit des artistes, que ce soit de investisseurs ou autres partenaires qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes priorités, les mêmes valeurs. Oui, Et il faut s'adapter, il faut le comprendre et pour ne pas commettre comment dire, d'incompréhension en fait. On se retrouve dans des situations où tout le monde est de bonne foi, mais comme on n'arrive pas à se comprendre parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Donc ça, je dirais que c'est plus le problème plutôt que le fait d'être étranger en tant que tel. Après, c'est sûr que il y a quand même en Corée une distinction entre les Coréens et les étrangers, mais cette distinction, elle est faite beaucoup au niveau de l'apparence. C'est-à-dire que June étant lui-même d'apparence coréenne est considéré comme coréen par les Coréens, même s'il ne parle pas forcément très bien coréen ou n'a pas vécu la majorité de sa vie ici, plus qu'un étranger qui aurait vécu 10 ans et parlait couramment coréen ne serait considéré comme coréen. Donc oui, il voilà, reste cette… oui, c'était le sens un peu de ma question, c'est que s'il parlait la langue, ne serait-ce que quasiment natif, il pourrait complètement passer pour un Coréen. Et donc, c'est ça, tout à fait. voilà. Et d'autant plus que vous attaquez une industrie qui est très, très identitaire, j'ai envie de dire, non? Pardon, qui est Très identitaire, c'est-à-dire que ça fait partie je ne sais pas, c'est un peu comme si vous vous lanciez dans la production de kimchi, par exemple. C'est-à-dire que excuse-moi pour la comparaison, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un produit Je vois à peu local, près. la K-pop. C'est un produit de puissance. C'est un produit d'identité on va dire, de soft power de la part de la Corée, tout à fait. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que les Coréens de manière générale, sont très ouverts aux nouvelles idées lorsqu'ils comprennent en quoi est-ce que ça peut leur apporter quelque chose de bénéfique. Il y a toujours une réticence au début, mais c'est une réticence qui est plus liée à l'incompréhension ou l'inconnaissance, la méconnaissance, pardon, disons qu'un vrai refus d'un point de vue, on va dire, plus identitaire.
Je pense que, sans être un spécialiste du Japon, par exemple, je pense qu'au Japon, on aurait plus le problème où il y a vraiment une très forte identité nationale, avec une culture vraiment très, très forte, je dirais, aussi une histoire beaucoup plus forte d'un point de vue de la conquête, etc. Et la Corée est plus un pays qui assimile les idées d'un peu partout pour ensuite en faire comme la K-pop d'ailleurs, la K-pop part sur le même principe, c'est-à-dire que c'est un courant musical qui assimile des genres musicaux très divers, que ce soit pop, hip-hop, rap, R&B, etc., même musique électronique, pour en faire un nouveau produit qui est un assemblage de différents produits pris ailleurs. Donc, il n'y a pas une résistance dans le point de vue, OK, non, ça, la K-pop, c'est coréen et les étrangers peuvent rien faire là-dedans. Pas du tout, parce qu'on voit même que, par exemple, dans le succès de la K-pop, il y a eu beaucoup d'apports de la part de Coréens américains, par exemple, qui ont vraiment beaucoup contribué à ce que la K-pop prenne un essor en Occident. Mais c'est plus du genre, est-ce que vos intérêts sont alignés avec les intérêts de la Corée? C'est plus ça qu'il faut démontrer. Il faut démontrer qu'on est là pour participer du développement de la K-pop et de l'essor de la K-pop en Corée, plutôt que de se l'approprier, de vouloir vraiment en plus, on va dire, juste venir ici pour profiter. Par opportunisme. Par opportunisme, voilà, sans avoir les intérêts de la Corée et des Coréens à cœur. Et démontrer qu'on a l'intérêt de la Corée à cœur, c'est très important. Donc, si je reviens un petit peu en arrière sur la création d'entreprise, toi, tu étais en Allemagne, c'est ça à l'époque, avant de venir ici? Alors, oui, j'étais 6 ans à Berlin, à travailler dans les startups de la tech à Berlin, avant de venir encore. Ok, donc à l'époque, tu es à Berlin. Ton cofondateur, donc Jun Hei, c'est ça, Jun Hei, il est en France? Oui. Du côté Strasbourg. C'est là-bas qu'il gère ses activités. Et donc, vous décidez comme ça de partir sur Séoul. Comment ça se met en place? Alors, c'était une décision de partir. Et ensuite, la première étape a été de s'installer, de créer l'entreprise et d'obtenir le visa. D'accord, mais avant ça, même toi, tu as démissionné de ton poste à Berlin. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est ça. J'avais déjà démissionné un petit peu avant, donc j'étais un peu en recherche de nouveaux projets. Donc, c'est pour ça que quand on a commencé à parler d'initiative, ça m'a bien plu et j'ai décidé de changer complètement de secteur pour me lancer là-dedans. Et à l'époque, la Corée, tu connaissais ça comment? Tu t'y intéressais ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Pour être honnête, j'étais pas fan de la Corée ou même fan de K-pop où je connaissais pas du tout. J'avais pas mes yeux qui étaient rivés là, sur la Corée, mais j'ai eu une sorte d'intuition, on va dire, que c'était un pays qui était en forte croissance et en forte croissance d'intérêt également en Occident. Et je pense aussi que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Asie. Donc, c'était l'occasion pour moi de me dire, voilà, je pars en Asie et je vais aller voir un autre système, une autre mentalité, une autre philosophie complète et voir comment est-ce que je me débrouille un petit peu là-dedans. Donc, c'était surtout pour ça. C'était un peu un saut dans l'inconnu qui, pour moi, me disait, voilà, bon, maintenant, j'ai cette opportunité-là, on y va, on fonce et on verra. D'accord. Oui, c'est un double saut dans l'inconnu. C'est pour ça que je te pose la question, parce que tu changes de région, mais tu changes aussi d'industrie. Donc, en général, on change de région ou on change d'industrie. Là, tu fais les deux d'un coup. Donc, c'est vrai que c'est un beau challenge. Donc, vous arrivez ici en 2018, c'est ça? C'est ça. Et donc, vous connaissez Séoul pas plus que ça. Pareil, on a quand même fait un voyage d'un mois auparavant. Donc, on arrive en novembre 2018, enfin fin octobre 2018, et en juin, on a passé un mois déjà pour faire une première étude de marché, pour commencer un petit peu à se familiariser avec la ville. Et voilà, donc, mais à part ça, avant, pas d'expérience en Corée, jamais été en Corée. Oui, d'accord. Donc, c'était un petit peu un débarquement, on va dire, sans vraie base. Oui, tout à fait, oui, sans filet. Donc, vous créez l'entreprise, vous avez un apport financier. C'est quelque chose que tu Oui, peux c'est ça. partager, ça? Combien vous avez mis pour créer l'entreprise ou pas? Alors, juste pour que les gens sachent, alors il y a plusieurs manières d'avoir. Donc, le premier visa qu'on a eu, c'était le D8, qui est un visa investisseur. Et ce visa-là, il y a plusieurs manières de l'avoir. Donc, il y a une manière qui passe par passer certains tests, notamment de langue, comme tu as dit avant, etc. Donc, il y a tout un programme. Ou alors, il y a aussi un programme où il faut, enfin, une possibilité d'investir directement soi-même.
Donc, il faut investir à hauteur de 100 millions de won par investisseur, par visa. Par visa. Ah, c'est par visa. Par visa. D'accord. C'est par visa. Par Je croyais visa, que c'était pour l'entreprise. Oui, 100 millions de won, ça fait à peu près 78 000 euros, je crois, hein, quelque chose comme ça. Oui, c'est peut-être un petit peu. Oui, à peu près ça, c'est ça. Par personne, pour pouvoir avoir ce visa d'investisseur qui permet de gérer l'entreprise. D'accord. Voilà. Mais dans votre cas, donc, Junet, lui, n'en avait pas forcément besoin, puisqu'il était sur un F4, si? C'est ça. Non, Et donc nous avons trouvé les investisseurs pour débuter l'activité. Et donc, d'accord. investir l'entreprise, faire un apport qui s'appelle FDI, Foreign Direct Investment. Donc, c'est un apport direct étranger. Et c'est avec cet apport-là qu'ensuite on peut fonder l'entreprise et obtenir le visa et commencer l'activité. D'accord. Donc, vous êtes passé par des investisseurs, en fait. Vous avez trouvé des investisseurs pour C'est vous ça. aider à monter le projet. C'est ça. D'accord. Et je voudrais aussi juste préciser que dans le cas de ce visa-là, il y a pas que l'argent qui compte. Il faut aussi qu'on explique, comme je disais avant, comment est-ce que le business va favoriser l'économie coréenne. Par exemple, quel est son projet d'embauche. Ensuite, et expliquer voilà ce qu'on veut faire, prouver qu'on est de la bonne foi, parce qu'il y a quelques problèmes avec des investissements qui n'étaient pas forcément toujours très clairs. Donc, il faut avoir un business plan très clair, très détaillé par rapport à ce qu'on veut faire. D'accord. Vous avez embauché des gens tout de suite ou vous avez démarré juste tous les deux? Oui, on a embauché des gens. D'ailleurs, on a le droit d'embaucher que des Coréens à la base. On ne peut pas embaucher d'autres étrangers. Oui. Donc, on a embauché des personnes, notamment des entraîneurs, etc., enfin, des professeurs pour nos trainees, etc. Il y a un quota justement de Coréens embauchés par visa ou par Alors, ce n'est société? pas un nombre de Coréens à embaucher par visa, mais si on souhaite embaucher pour avoir un visa pour embaucher un étranger, il faut avoir 5 Coréens pour un étranger. Ça, Voilà. c'est la règle, mais ce n'est pas forcément hyper strict, mais disons que c'est dans ces eaux-là. Voilà. Ouais. Au-delà donc de vos visas à vous, donc après, il faut embaucher 5 Coréens avant de pouvoir considérer embaucher un étranger supplémentaire, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est Mais clair. une fois qu'on a les Coréens, pour obtenir un visa d'un étranger, c'est relativement facile. Il faut juste Des bons prouver qu'on a quotas. besoin de la personne, en l'occurrence, que ça peut pas être facilement, on peut pas trouver un autre Coréen pour faire ce poste. Il faut prouver pourquoi est-ce D'accord. qu'on a besoin d'un étranger pour faire ce poste. D'accord. Donc, une fois que la société est créée, vous avez les bureaux, vous êtes prêts. Votre objectif, donc, ça va être de recruter des jeunes talents, c'est ça? C'est la priorité? C'est ça. De recruter les trainees, recruter les stagiaires. Donc pour Mhm. cela, on a fait passer des auditions, on est allé faire du scouting dans certaines agences, etc. On a ensuite aussi, ce qui est très important, c'est que ce que nous, on utilise, c'est des outils d'ordre psychologique. C'est-à-dire que comme on n'est pas, disons, bon, il y a l'apparence compte énormément, toujours pour la K-pop, forcément, ainsi que les talents. Mais ce qu'on veut aussi, ce sont des artistes qui vont avoir le talent, la capacité innée de communiquer avec leurs fans et de se faire aimer de leurs fans. Et pour cela, l'aspect psychologique est très important. Donc, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. On utilise des outils comme MBTI, par exemple. Je ne sais pas si tu connais le MBTI comme outil. Non. MBTI, c'est un outil d'évaluation de la personnalité en fonction de certaines catégories. En fait, c'est un outil qui a été créé dans les années 50 par des Américains sur la base des travaux de recherche du psychanalyste Carl Gustav Jung, donc, qui est fondé sur l'analyse des fonctions cognitives et des préférences d'utilisation des fonctions cognitives. Ça permet en fait de comprendre un petit peu comment est-ce que les gens raisonnent, quelles sont leurs priorités dans la façon dont ils appréhendent et comment ils perçoivent la réalité et comment ils font leurs décisions. Et en fonction de ça, on peut aussi voir, par exemple, pour la formation du prochain groupe, quelles sont les personnalités qu'on va prendre, qui vont permettre d'avoir une certaine forme de diversité afin d'obtenir pour le targeting, afin de pouvoir mieux communiquer avec certains types de personnes, par exemple. D'accord. Donc, essayer de se faire un panel de personnalités qui ont toutes du C'est ça, charisme, mais qui peuvent avoir des tempéraments un exactement, peu c'est ça. différents. Un peu, ça me fait penser aux Spice Girls, quoi. Excuse-moi de la comparaison Ouais, c'est ça. effectivement et c'est vrai elles avaient soi-disant toute une personnalité spécifique et une C'est ça, mais façon de ça s'est s'adresser à fait de leurs fans. manière beaucoup plus organique, hein, comme je dis toujours en Occident. C'est-à-dire que si elles ont réussi, c'est aussi parce elles ont eu cette forme d'intuition qui leur a permis de créer un groupe et de s'associer à des personnes qui étaient complémentaires dans leur personnalité.
D'accord. Et donc, ça a permis, ben oui, on est fan de Poche, on est plus fan d'une ou d'une autre, parce qu'on on se projette mieux dans cette personne. Et Oui, oui, oui. Et puis ça crée, comment dire, ça évite d'avoir un groupe plat où finalement tout le monde se ressemble et tout le monde est interchangeable, ce qui peut être un peu le c'est ça. risque de ces groupes où ils ont tendance à s'habiller pareil, danser pareil, chanter presque pareil. Donc, vous, c'est un groupe féminin que vous voulez créer un groupe ou plusieurs groupes ou c'est quoi l'idée Alors, de départ? à terme on souhaite créer plusieurs groupes. On a choisi de créer un groupe de filles pour commencer, Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est à court terme, vous êtes à parti court sur la terme, enfin, création moyen d'un terme. groupe, Mhm. enfin, je veux dire, le premier, ça serait un groupe de filles. Donc, vous recherchez quel genre de profil? Euh, on ne cherche pas des profils particuliers. Enfin, on a, ce qu'on regarde beaucoup, c'est on dit leur capacité d'interagir avec le public. D'accord, mais il y a C'est-à-dire un leur âge aussi. capacité. Il y a une tranche d'âge, Ah j'imagine, oui, bien sûr. par Non, non, exemple, donc, alors, bon, on cherche des filles qui sont entre 16 et 24 ans, globalement. entre 16 et 24 ans, donc qui savent déjà danser et chanter, ou ce sont des choses qu'elles peuvent Oui, tout apprendre à fait, qui ensuite? ont déjà Ouais, une base on va dire, de compétences en chant, en danse, en capacité, en jeu d'acte également, mais en sachant qu'elles vont aussi beaucoup s'entraîner, énormément s'entraîner par la suite, évidemment, de manière très intensive, afin de s'améliorer et de rendre leurs compétences et leurs capacités encore plus parfaites, encore plus, un plus haut niveau. d'accord. Et donc, tu parlais de trainees. Ça, c'est un terme officiel pour désigner une jeune femme ou peut-être même aussi un jeune homme Tout à fait. qui va devenir une star de la K-pop, c'est ça? C'est le nom qui est utilisé dans l'industrie, c'est-à-dire un apprenti, on dirait en français, je Mhm. pense, qui est trainee. Donc il faut savoir que dans les grands groupes, il y a des trainees, il y en a énormément. Dans les grosses boîtes, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a, et il y en a relativement peu qui, au final, finissent par vraiment être dans un groupe. Donc, lorsque les trainees ont été choisis pour être dans le groupe, ils sont en général, enfin, pour la, dans le, dans les entertainment classiques, il y a à peu près 5 à 6 ans d'entraînement, D'accord. globalement. Lorsqu'ils commencent dans le groupe, et on parle de début, ils débutent, et à partir de là, ils sont appelés idoles dans le jargon. Donc, ils sont trainees jusqu'à la date de leur début, et ensuite, ils deviennent idoles. Le début, il est matérialisé par quoi? Il est matérialisé par une grosse, grosse opération de lancement. D'accord, c'est Marketing, PR, pas forcément un premier succès, c'est plus, ils deviennent officiellement avec un album, enfin, ou au moins avec quelques chansons. avec quelques chansons. Voilà, c'est ça. Il y a quelques chansons et on fait un gros effort marketing. Et à ce moment-là, ils deviennent un petit peu officialisés. D'accord. Voilà, c'est ça, OK. il y a un gros lancement, il y a tout un parcours, il y a une série d'étapes, enfin, de passages obligés en Corée pour le début d'un groupe, donc notamment le passage dans certaines émissions télévisées bien spécifiques, euh, etc., ce genre Ah de oui. choses qui sont comme une sorte on va dire oui, de marque, de passage enfin, de début, en fait. C'est comme un processus qui est déjà établi, déjà en place. D'accord, ouais. Et effectivement, plus on discute et plus ça me fait penser, moi, maintenant au centre de formation de foot, finalement, où on va recruter des jeunes talents, on va les former, il y aura beaucoup d'appelés, il y aura peu d'élus, et on pourrait dire que le début, c'est quand ils commencent à avoir un premier match en équipe senior. Est-ce que la comparaison te paraît juste ou pas? Je pense que pour les fans de foot, c'est peut-être une bonne comparaison. Non, euh, sur le process professionnel, à savoir que il y a un process d'entraînement, je vois ce que tu veux dire, oui. Il y a un process d'incubation, en fait. Moi, je et le puis, vois et vraiment puis, comme et, ça. et puis aussi, il y a Ouais. j'allais dire un terme un peu négatif, j'allais dire il y a du déchet, mais malheureusement, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'arriveront jamais à percer dans le Bien foot. sûr, je vois tout à Et fait. c'est Oui, bien pareil entendu. dans le... C'est un processus de filtre, enfin, c'est comme un entonnoir où il y en a Ouais, beaucoup au ouais, début et peu à la ouais, fin. C'est comme ça que ça marche. C'est le jeu. ouais. Et tous les trainees et euh, tous les gens, tous les jeunes qui vont se lancer là-dedans le savent. C'est la règle du jeu Ouais, et ouais, ouais. ils savent qu'ils ont peu de chance, mais ils tentent leur chance.
D'accord. Et quand ils sont trainees, ils continuent à être étudiants ou salariés. Quelle est leur activité Non. principale? Alors, normalement, lorsqu'ils deviennent trainees, ils arrêtent toutes leurs activités externes et ils se concentrent 100% sur ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment comparable effectivement au centre de formation dans le sens où Donc, c'est voilà, un choix de carrière, quoi. C'est un choix de carrière. c'est un Euh, choix de dévouement total de sa vie et ouais, de son être pour atteindre son but. Il faut d'accord. aussi savoir qu'il y a énormément, enfin, dans les règles en Corée, il y a des restrictions que nous considérions comme étant un peu abusives en Occident, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de contact à l'extérieur, pratiquement. Ils n'ont pas le droit d'avoir, souvent, ils n'ont pas le droit d'avoir de téléphone portable. Ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre Instagram, leur propre réseau. Et globalement, ils n'ont pas le droit d'avoir de petits amis, petits copains, petites copines. C'est interdit. Ils Ils, n'ont pas le ils droit habitent, d'être en lien ils habitent, et ils habitent ensemble? Ils habitent ils sur habitent un. ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment une incubation. Il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Wow. Oui, ça Et il faut, ça fait passer à la télé-réalité, là, sur le coup. Euh, effectivement, D'accord. mais il faut le comprendre aussi que c'est un, comment dire, l'entertainment, c'est un milieu qui est très, très spécial et qui est très, enfin, voilà, on est vraiment dans le milieu des strass et des paillettes, on est dans le milieu du fantasme, de la fantaisie, ouais, du divertissement, et que c'est un milieu qui fait beaucoup rêver, qui fait beaucoup de jaloux, qui crée beaucoup de passion, et que certes, ces règles sont très, très strictes, mais il faut aussi les comprendre d'un point de vue de protection, c'est-à-dire de protection des trainees eux-mêmes ou elles-mêmes, mais également le point de vue des influences extérieures, qui n'ont pas toujours des bonnes intentions, mais également de protection de l'entreprise elle-même, de l'entreprise et de ses trainees qui sont en quelque sorte ses actifs qu'elle veut protéger. D'accord. Donc, pour bien comprendre, si on prend votre cas particulier, vous allez leur fournir des appartements. Tout à fait. C'est dans le studio, c'est intégré, c'est le même endroit ou c'est Alors, à ça l'extérieur? dépend. Nous, on a des appartements qui sont pas loin du studio, par exemple, pour les permettre il y a certaines grosses entreprises, on n'a pas les moyens de grosses entreprises, donc on ne peut pas faire exactement de la même façon, mais des grosses entreprises où les dorms, enfin les studios, enfin leurs dormoirs, ou je sais pas comment on appelle ça, Dortoir, sont dortoir. intégrés carrément au building de l'entreprise, ou sont vraiment juste à côté, de D'accord. façon à ce qu'elle n'ait pratiquement jamais à sortir de l'ensemble de l'entreprise. D'accord. Donc, elle ne sort pas pour aller se balader, elle ne part pas en vacances, elle va pas ils ne font pas de shopping, ils ne vont pas boire un Non, café, non. jamais. Ou alors vraiment avec des restrictions et des contraintes énormes. Ils ne vont pas voir Et les lorsqu'elles parents, sortent, la famille? ça, je pense que ça, bah, en tout cas, nous, on fait les choses de manière plus européenne, on va dire. On leur permet d'avoir un peu plus de contact humain à l'extérieur. Un D'accord. peu plus, hein, je dirais pas complètement, parce que ça reste quand même, on reste quand même très, très soucieux de les protéger. Mais je pense que dans les grosses entreprises, il y a des possibilités de voir les parents, ou ce serait ce que les parents plus que les parents peuvent venir les voir à l'intérieur de l'entreprise lorsqu'il y aura des visites possibles. D'accord. Et donc, elles passent leur temps à s'entraîner finalement, à danser, à C'est ça, chanter, à s'entraîner. jouer de la musique. Combien d'heures par jour à peu près? La plupart, c'est de 8 heures du matin à 23 heures. Ce sont des rythmes absolument, vraiment, vraiment très, très intenses. D'accord. Et donc, on s'engage pour ça sur une durée de combien de temps? Alors, il y a plusieurs types de contrats. Il y a les contrats de trainees et les contrats de idol. Les contrats de trainees sont d'ordre généralement de 4 à 5 ans, il me semble. Je parle de l'industrie en général, hein. Oui. Et les contrats d'idol sont de 7 ans en général, Et donc, avec la possibilité d'en sortir. Mhm. on leur demande pendant 7 ans ou 4 ans ou 5 ans de ne pas sortir, de ne pas avoir de petite amie, de ne voir leur famille que sur autorisation. Tout ce que tu as décrit, ça peut Tout à s'étendre fait, sur une période de 4 à 5 ans ou voire 7 ans pour des idoles. C'est tout ça. à fait. Et elles sont rémunérées pendant ce temps-là ou pas? Alors, en tant que trainees, non, elles ne sont pas rémunérées. Ouais. Et alors, il faut aussi savoir que la plupart des entertainments, les trainees, lorsque les trainees échouent ou lorsqu'elles quittent l'entreprise, il leur est demandé de rembourser les frais qui ont été dépensés pour eux pendant leur période d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trainees qui sortent sans job et qui doivent ensuite, en plus de ça, une dette à rembourser à l'entreprise de l'entertainment.
Ok. Pour ce qui est des idoles, ils sont rémunérés sous forme de royalties et de partage de revenus. Ok. Je sais que je comprends que ça peut paraître un petit peu extrême d'un point Ah de vue ben, moi, occidental. je connaissais pas du tout cette industrie et oui, ça me paraît difficile. Et sans vouloir être négatif hein, sur l'industrie, c'est vraiment ma réaction à chaud, mais et surtout pour avoir discuté, je ne sais pas si tu as écouté mes précédents podcasts, mais c'est pas toujours très rose la vie en Corée, comme partout ailleurs hein, d'ailleurs. Il y a des risques d'emprise sur ces jeunes filles, il y a des risques d'être bloqué avec un management masculin qui finalement peut faire un petit peu ce qu'il veut avec. Enfin, tu vois où je veux en venir, quoi. Bien sûr. Comment est-ce qu'on garantit qu'on ne va pas tomber dans des dérives avec ces jeunes filles qui parfois sont encore mineures? Alors, il y a eu des dérives, il y en a tout le temps dans Ouais. l'industrie. Ouais. C'est-à-dire que c'est une industrie qui est très, très sécrétive, très, on va dire, dark, d'un certain point de vue. Mhm. Et des abus, il y en a, il faut savoir. Donc, nous, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est qu'on a une charte de conduite extrêmement stricte et on ne tolère absolument aucun abus, aucune dérive, comment dire, aucun début de dérive de ce point de vue-là. On est vraiment extrêmement strict par rapport au comportement et par rapport à notre politique d'entreprise par rapport à ça. Donc, évidemment, pour les trainees, c'est pas de drogue, pas d'alcool. Et également, on est très, très, très soucieux de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'influence extérieure sur elles. Et pour ce qui est des employés et des gens qui travaillent avec elles, également une politique d'entreprise extrêmement ferme pour que ne tombe pas dans ce genre de dérive qui vraiment nuisent à l'image de l'industrie en général et aussi nuisent à la santé psychologique, à la santé mentale et la santé générale des artistes. D'accord. D'accord, très bien. Donc vous, pour en revenir à votre petite entreprise, vous avez démarré, vous avez recherché des trainees, vous avez communiqué, vous avez fait des auditions. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans à peu près, c'est ça? C'est ça, ça fait à Ouais. peu près 2 ans. Donc vous en êtes où? Vous avez combien de trainees? Vous avez des projets, déjà des choses qui ont avancé avec elles? Alors, là, on est en phase de transition dans le sens où on est en train de recruter les trainees encore pour les projets Ouais. qu'on a. Alors, je ne peux pas vraiment parler des projets futurs parce que ça reste encore un petit peu, on va dire, en phase de développement, donc je peux pas en parler. Mais on a Mhm. un projet, on va dire, visuel qui va sortir d'ici à quelques mois avec nos trainees actuels et celles qu'on est en train de recruter. Et on va faire les choses un petit peu différemment des autres entertainments, d'un point de vue de la façon dont on va les mettre en avant. Voilà, mais D'accord. je peux pas encore trop en parler à l'heure actuelle. D'accord. Oui, oui, non, je comprends. Mais c'était plus des questions plus générales. Par exemple, combien vous avez de trainees aujourd'hui? C'est un chiffre qu'on peut donner, ça ou pas? Oui, aujourd'hui, on en a 4, mais comment dire, on va recruter encore plus d'ici à la sortie du projet. D'accord. C'est quand même un type d'entreprise donc qui demande des investissements et des fonds finalement, parce qu'il faut du Oui, tout à fait. temps, il faut du matériel, il faut du. Donc vous avez des partenaires. Est-ce que vous avez communiqué sur qui sont vos partenaires ou ce sont pas des gens qui se mettent en avant? Non, on n'a pas communiqué là-dessus parce que Non, ça reste. Tout à fait. c'est pas voilà, c'est pas des gens qui veulent le faire savoir ou qui Non, investissent de cette manière-là. D'accord, ouais, bien sûr. ok. Et donc je suis allé voir sur votre site. Donc effectivement, il y a des vidéos déjà qui sont en place. Mhm. Ça, pour l'instant, c'est pas du commercial, c'est ça? Ce sont des vidéos plus de présentation de votre activité, si je comprends bien? Oui, c'est ça. En fait, en fait, on a commencé, on va dire, avec le projet en mode avec, on va dire, d'essai, on va dire, pour s'essayer, pour comprendre ce qu'on faisait, etc., pour arriver à tout mettre en place petit à Ouais, petit. On a déjà fait pas mal de vidéos, que ce soit des covers ou des pièces un peu originales, pour s'entraîner et pour montrer un peu de quoi on était capable d'accord. et de voir comment est-ce qu'on arrivait à travailler avec les Coréens notamment. Donc, on peut voir avec tout le contenu qu'on a déjà réalisé, on a réussi à travailler avec des différents collaborateurs coréens, que ce soit des réalisateurs, des compositeurs, etc., afin de créer de contenu de qualité. Voilà, mais c'est vraiment que le début. J'ai vu sur votre site aussi qu'il y a une trainee
kazakhstanaise. Alors, j'ai appris récemment, justement, grâce au foot, qu'on dit, on dit pas kazakh, on dit kazakhstanais en français. Donc, vous Ouais. avez une trainee kazakhstanaise, pardon. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément des Coréennes? Alors, en l'occurrence, celle-ci n'est plus avec nous, donc on n'a plus la kazakhstanaise. Ah, d'accord. Mais de manière générale, on n'est pas limité aux coréennes. On a vu que c'était possible d'avoir des trainees qui sont d'autres pays également, à D'accord. condition qu'elles fit dans le groupe, dans l'image du groupe total, bien entendu. Oui, oui, oui. Ma question était plus tout simplement bête, mais elle concerne un peu tout le monde. C'est-à-dire, c'était l'immigration, c'était les visas, quoi. C'est-à-dire que puisque ce ne sont pas des gens qui sont Ah, forcément non, mais salariés, ça, c'est pas je me un demandais problème. comment ils. Ouais. Il y a des moyens de la part de l'immigration d'obtenir des visas pour des artistes. OK. C'est le E6 si on veut un peu plus de précision. C'est le visa d'artiste. Oui, sachant que là, Mhm. elles sont pas encore officiellement artistes. Non, mais ça, c'est pas Converties. officiellement artiste, c'est-à-dire que lorsqu'elles ont les compétences et qu'elles viennent pour s'entraîner, pour devenir trainee, c'est pas un problème pour obtenir le visa. Et est-ce que c'est quelque chose à terme qui va vous intéresser, justement, de recruter au-delà de la Corée, ou est-ce que vous préférez pour l'instant vous concentrer sur le recrutement de Coréennes? Non, en disant que on a beaucoup recruté en Corée, bah, c'était aussi beaucoup à cause de la situation sanitaire. La situation, Oui, oui. c'est pareil, très, très compliqué de faire, enfin, même pratiquement impossible de faire venir des gens en Corée pour faire des auditions. Donc, on a surtout par nécessité ou par état de fait recruté des Coréennes, mais que dans le futur, on est tout à fait ouvert à recruter d'autres nationalités, lorsque ce sera plus facile de le faire, de le réaliser matériellement. D'accord. Donc là, vous avez une échéance, tu disais, à moyen terme, là où vous avez un projet qui va être annoncé prochainement, c'est ça? Mhm. Dans les mois à OK, venir, on a un projet et on aura d'autres projets qui vont venir un peu plus tard. d'accord. Et là, vous vous êtes, comment dire, vous avez fait le choix de rester indépendant ou vous avez créé des partenariats avec des entreprises coréennes? Alors, indépendant, on reste indépendant du point de vue de notre gestion, de notre identité, très important. Mhm. Mais on travaille avec d'autres entreprises, pour différentes. On travaille avec des partenaires sur YouTube, des partenaires de marques exactement, également pour faire de la publicité, des marques de vêtements, des marques on va dire cosmétiques, de beauté, ce genre de choses, dans le D'accord. cadre de notre activité. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des concurrents qui sont très gros, quoi. Donc, c'est vrai que Tout à fait. c'est un peu le challenge. Mais vous avez fait le choix peut-être de vous spécialiser un petit peu plus sur certaines activités. Comment vous arrivez à vous démarquer de la concurrence et à convaincre les trainees de venir travailler avec vous? Alors, plusieurs choses. Déjà, on a notre politique de valeur qui est très, très importante. Et les Mhm. trainees qui viennent chez nous savent qu'elles vont être bien traitées. Qu'il n'y a pas de ce risque qu'il y a dans les autres entertainments, malheureusement. Chez nous, on a cette charte de conduite, de politique interne d'entreprise qui est extrêmement forte et sur laquelle on met énormément de poids. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a vraiment, nous, ce qu'on a, c'est l'ouverture sur l'international, la connaissance des marchés occidentaux, notamment européens, ce que n'ont pas les autres entertainments en Corée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dans leur ADN, dans leur structure, dans ce qu'ils sont, la capacité de comprendre la mentalité occidentale, comme nous, de comprendre quels sont les ressorts du succès pour des artistes, pour des entertainments en Occident. Euh, et on a, à travers nos collaborations, des Français, d'autres Européens, des Américains, des Coréens. C'est-à-dire qu'on rassemble vraiment des nationalités multiples et on a appris au fil du temps aussi comment faire travailler d'un point de vue culturel, d'un point de vue de leur philosophie, ces différentes mentalités, ces différentes nationalités et cultures ensemble. D'accord. Voilà. C'est quelque chose que disons, tout ce qui est travail sur l'identité, travail sur la culture, la philosophie, etc., ce sont des choses qui sont extrêmement importantes si on veut arriver à avoir une entreprise qui a vraiment une portée internationale aujourd'hui. Mais je doute que les autres entertainments aient ce même, on va dire, souci de se focaliser sur leur identité et de comprendre les choses d'un point de vue plus fondamental au-delà de l'aspect purement marketing. D'accord. Donc aujourd'hui, SG Entertainment, c'est combien de personnes? Là, on est une dizaine. Ouais, tout à Vous êtes fait. basé à Ah, Séoul? on est basé à Séoul, Hongdae. D'accord. Voilà. Toi, d'un point de vue plus personnel, l'expérience d'entrepreneur à Séoul, ça t'a paru
facile, ça t'a paru compliqué, ça t'a paru rapide, ça t'a paru lent? Trouver les informations, enregistrer sa société, des choses comme ça? En fait, en Corée, tout va très, très, très vite. Donc, à partir du moment où Ouais. on fait les choses de la bonne manière, tout est comme sur des rails, en fait. Les choses, enfin, disons qu'ouvrir son entreprise, c'est fait en une journée. Je veux dire, même l'obtention de visa, en quelques semaines, c'est bon. Vous êtes fait aider par un avocat? Oui, oui, il faut se faire aider par un avocat pour la mise en place de l'entreprise, d'un point de vue comptable, etc. Oui, tout à fait. D'accord. Et j'ai vu que ton titre, justement, à ce sujet, c'était CFO. Mhm. Alors, c'est un peu original, ça, parce qu'en général, tu as un CEO et puis l'autre, il est soit CEO, soit CMO. Toi, tu es CFO. Donc, CFO, c'est pour Chief Financial Officer, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire que tu t'occupes beaucoup de ce qui est finance et comptabilité ou c'est juste un titre? Non, en fait, je m'occupe de la finance, la comptabilité, bien entendu. Je m'occupe aussi de la communication, Mhm. parce que c'est un peu mon domaine. Et je m'occupe de l'administration en général, c'est-à-dire de l'administration globale de l'entreprise, de faire en sorte que les choses se fassent au jour le jour. Mais je ne suis pas CEO dans le sens où je ne suis pas à piloter directement les projets. Et je m'occupe de la partie investisseur également, de la communication avec les investisseurs, de ce genre de choses. Bon, mais je dirais que mon titre est CFO, mais va un petit peu au-delà également de la façon dont on peut généralement voir le titre. Et ton collègue, donc, Juney, est lui CEO et il s'occupe Mhm. de toute la partie, justement, que tu décris sur les projets, la gestion des projets, c'est ça? La stratégie surtout, c'est la mise en place de la stratégie, la direction globale de l'entreprise et la gestion, on va dire, humaine au quotidien de l'entreprise, c'est-à-dire des problèmes de gestion de relations interpersonnelles, de la façon dont les équipes interagissent les unes avec les autres, mais d'un point de vue global. Et donc, votre objectif, c'est bien évidemment de sortir un groupe, de sortir un tube, hein. C'est à partir de ce moment-là que l'entreprise gagnera de l'argent, quand il y aura Alors, on un gagne marché sur le déjà de groupe. l'argent grâce au sponsorship, parce qu'on fait déjà des sponsorships avec nos trainees, avec des marques, parce que comme trainees ont déjà un certain following, Ah ouais? on peut déjà se faire soit financer, soit avec des arrangements en nature, de l'ordre d'habits ou de séances photos, ce genre de choses, qui permettent déjà de commencer à avoir un peu un revenu. Mais effectivement, la plus grosse partie du revenu se fera à partir du moment où on a le groupe qui est sorti. D'accord. Là, pour Mais l'instant, disons, mais c'est pas l'unique source de revenu. voilà, ouais, là, c'est un peu un business d'influenceur, c'est ça. Et justement, pour le succès, on va dire, en tout cas le lancement d'artistes qui soient connus et qui gagnent de l'argent ou qui fassent gagner de l'argent à l'entreprise, vous vous donnez à peu près quelle échéance? Alors là, pour le lancement du groupe, on a 18 mois 18 mois depuis quelle date? depuis maintenant, À à peu partir près, de hein. maintenant, ouais, Ça va. d'accord. Donc Oui, oui, encore d'ici 18 mois, vous prévoyez de sortir quelque chose qui va faire du bruit. ouais. OK. Eh ben, écoute, ouais, c'est très intéressant. Merci d'avoir partagé ton expérience, ta création d'entreprise. Juste pour conclure, oui, si tu as, je sais pas, une annonce, un projet ou quelque chose d'autre dont tu veux parler, qu'on n'aurait pas abordé jusqu'à maintenant. Alors, nous, ce que je peux dire, c'est qu'on est toujours en recherche d'investissement. Donc, c'est des gens qui sont intéressés d'investir dans le projet. Sont D'accord. bienvenus On est en recherche de partenariats, de marques. Donc, il y a des marques qui sont intéressées à travailler avec nous avec nos influenceurs, nos artistes, enfin, nos trainees en l'occurrence. On est ouvert également. Donc, pour toute idée de collaboration, de partenariat, etc., on est tout à fait ouvert. Très bien. OK. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Thomas, pour ton temps. Et puis, ben, bon courage pour la suite. Et donc, on va suivre de Merci, près les aventures de SG Entertainment. avec plaisir. Merci de m'avoir reçu et de m'avoir donné la parole. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter.
Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!